Vraiment, si la femme n'avait d'existence que dans les œuvres littéraires masculines, on l'imaginerait comme une créature de la plus haute importance. Diverse, héroïque et médiocre, magnifique et vile, infiniment belle, hideuse à l'extrême, avec autant de grandeur qu'un homme, davantage même de la vie de quelques-uns. Mais il s'agit là de la femme à travers la fiction. En réalité, la femme était enfermée, battue et traînée dans sa chambre. Extrait de Virginia Woolf, Une chambre à soi, cité dans le livre King Kong Theory de Virginie Despentes. Il y a toujours des ambiguïtés dans les produits médiatiques affichant des femmes puissantes ou accomplies. Les produits médiatiques affichant ce type de personnages féminins sont créés à but lucratif par un système hollywoodien qui reste très masculin. Pour créer ce désir de consommation, ces rôles modèles sont souvent jeunes et jolis. Une vision supposée de l'empowerment s'affiche à travers des femmes fortes et indépendantes qui se conforment tout de même au principe du male gaze, demeurant des objets de fantasme pour les hommes hétérosexuels. Exemple assez parlant, on a vu des hommes s'indigner que le nouveau Doctor Who soit une femme. Doctor Who qui peut se régénérer dans n'importe quelle forme mais apparemment pas celle d'une femme. Parce que pour eux, il est toujours allé de soi que le docteur était un homme. Despentes écrit d'ailleurs à ce sujet, compétente veut encore dire masculine. On n'entend jamais parler dans les faits divers de filles seules ou en bande qui arrachent des bites avec les dents pendant les agressions, qui retrouvent les agresseurs pour leur faire la peau ou leur mettre une trempe. Ça n'existe pour l'instant que dans les films réalisés par des hommes. La dernière maison sur la gauche de Wes Craven, L'Ange de la Vengeance de Ferrara, I Spit on Your Grave de Merzarki, par exemple. Les trois films commencent par des viols plus ou moins ignobles, plutôt plus que moins d'ailleurs, et détaillent dans une deuxième partie les vengeances ultra sanglantes que les femmes infligent à leurs agresseurs. Quand des hommes mettent en scène des personnages de femmes, c'est rarement dans le but d'essayer de comprendre ce qu'elles vivent et ressentent en tant que femmes, c'est plutôt une façon de mettre en scène leur sensibilité d'homme dans un corps de femme. Car là est leur vision de la femme qui les fait fantasmer, une femme violente comme eux, mais plus jolie, plus sexy et moins intelligente qu'eux. Dans la dernière maison sur la gauche de Wes Craven est montré un viol collectif commis par des obsédés sexuels. Ça les rassure de penser que le viol est une affaire d'hommes fous, qu'ils sont loin de ces horreurs. S'ensuit une vengeance planifiée par les parents d'une des victimes. Mais surtout, les jeunes filles se sont faites violer car elles sont sorties de chez elles pour aller acheter de la marijuana. Il est insinué une certaine responsabilité de ces jeunes filles innocentes et inconscientes. Dans L'Ange de la Vengeance, Abel Ferrara met en scène la métamorphose après des viols d'une jeune fille effacée en ange exterminateur abattant froidement la jante masculine. Il est aussi important de noter que Abel Ferrara a fait une brève incursion dans le porno trash avant de réaliser ce film. On peut donc questionner la construction de ce personnage féminin sexualisé et rendu attrayant, badass. En effet, nombre de films réalisés par des hommes mettent en scène des vengeances féminines envers des hommes. Seulement, l'hypersexualisation et la beauté normative destinée au male gaze créent un fantasme hyperfictionnel destiné spécialement aux hommes. Pour cela, on peut prendre pour exemple la filmographie de Tarantino, de Luc Besson, ou encore des films Marvel ou DC. En effet, Kill Bill, dont la trame narrative consiste en une vengeance reposant sur un parcours initiatique semblable à ceux de protagonistes hommes, plus le caractère surhumain que prend son parcours, tels que les combats, les maintes résurrections, ne peut que renforcer cette idée. Lucie de Luc Besson en est lui aussi un parfait modèle. Le film qui repose sur une transcendance de l'esprit, une capacité surhumaine qui atteint l'immortalité, l'invincibilité tout en créant un personnage hypersexualisé. Ce caractère unique est bien un problème majeur. L'invincibilité associée à la beauté normative voulue par le male gaze dépeint des figures fictionnelles féminines qui s'écartent encore plus de la réalité et sont encore plus inatteignables. Sur le corps féminin qu'il passe son temps à fantasmer, le male gaze applique un caractère compétent qui veut encore dire masculine, sur lequel les hommes se complaisent déjà à fantasmer sur des protagonistes hommes. On vous invite à plonger dans l'univers de Persépolis, réalisé par Vincent Paronneau et Marjane Satrapi, sorti en France le 27 juin 2007. Dans un monde où les représentations féminines au cinéma sont souvent réduites à des stéréotypes construits par le regard masculin, Satrapi déconstruit ces modèles pour ouvrir la voie à une nouvelle voix féminine puissante. Dans Persépolis, Satrapi décrit son adolescence dans l'Iran post-révolution islamique, où les femmes sont oppressées par des diktats sociaux et religieux. Cet environnement exacerbe les stéréotypes genrés, qui imposent des rôles passifs aux femmes et glorifient l'autorité masculine omniprésente. Marjane Satrapi s'affirme en opposition en incarnant une figure subversive.
Marjane n'est pas une héroïne typique du cinéma déguisée pour correspondre aux attentes patriarcales. Elle est rebelle, curieuse, avec un esprit critique, et elle refuse de se conformer aux normes qu'on lui impose. Elle va se heurter à des figures d'autorité, de l'État et de sa famille, et au code de la société iranienne. Le cinéma est souvent marqué par des personnages féminins hypersexualisés, en tant qu'obstacle, en rôle de soutien, ou avec des caractéristiques masculines pour soi-disant les glorifier. Marjane Satrapi revendique une existence autonome. Elle incarne la liberté d'expression, de pensée et d'action. À travers des choix narratifs intimes comme son amour pour le punk, sa passion pour la philosophie ou encore ses crises existentielles, Satrapi montre que la féminité ne peut être réduite à un archétype. Marjane renverse le schéma des personnages masculins, héroïques, conquérants et dominants du cinéma traditionnel. Elle ne cherche pas à imiter ces figures masculines. Son héroïsme repose sur une sensibilité profonde et une introspection marquée, des qualités souvent négligées dans la construction des figures de pouvoir. Marjane ne correspond ni à un modèle de femme fatale, ni à celui de la femme soumise. Elle définit avec ça les stéréotypes féminins souvent mis à l'écran. Remets bien ton foulard, ma sœur. Hé, je te parle. Monsieur, on ne dit pas « je te parle », on dit « je vous parle ». Un peu de respect, s'il vous plaît. Moi, te respecter? Les femmes comme toi, je les baisse contre les murs et je les jette aux ordures. Monte. Marjane Satrapi, dans Persépolis, ne raconte pas que son histoire est sa bataille. Elle donne la voix à toutes les femmes qui refusent d'être réduites à des catégories, à des codes. Son art qui allie animation et mémoire autobiographique brise les codes du cinéma dominés par le regard masculin. Elle prouve que la subversion peut être un acte artistique comme outil de résistance et une force pour le changement. À travers son alter ego dans Persépolis, elle nous rappelle que le rôle des femmes dans le cinéma ne doit pas se limiter à des rôles écrits par et pour les hommes, mais qu'il doit être un espace d'émancipation. Des femmes sentent la nécessité de l'affirmer encore. La violence n'est pas une solution. Pourtant, le jour où les hommes auront peur de se faire lacérer la bite à coups de cutter quand ils serrent une fille de force, ils sauront brusquement mieux contrôler leurs pulsions masculines et comprendre ce que non veut dire. Dans A Girl Walks Alone at Night de Anna Lily Amirpour, les hommes prennent peur à la venue de la protagoniste vampire qui déambule dans la rue. Le suspense repose sur son choix de tuer ou non les hommes marchant seuls la nuit. Les corps sont laissés inertes sur le sol, laissant une trace de son passage. Le corps de la protagoniste n'étant pas hypersexualisé, on se penche plus sur ses réflexions et les marques qu'elle laisse dans la narration. La protagoniste ne subit pas de mort punitive, ni de mutilation. Invincible mais inatteignable, elle reste indépendante du male gaze malgré les rencontres furtives avec les hommes. Récemment, la reprise Vampire humaniste cherche Suicidaire consentant de Ariane Louise XVI ou Grave de Julia Ducournau n'épargne pas non plus le corps masculin. L'homme apparaît meurtri et lacéré où le sang est abondant. Un système d'inversion s'opère dans lequel l'homme est celui qui endure et dont l'enveloppe déchiquetée, fragile, supprime l'ascendant visuel chez le spectateur homme et vient le confronter sur ce qui le dérange. On va finir par une citation de King Kong Theory. Les hommes aiment les hommes. Ils se baisent à travers les femmes, ils se regardent au cinéma, se donnent de beaux rôles, ils se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas à être aussi forts, beaux et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils se soutiennent. Mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baissent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien, on ne peut pas s'empêcher de se demander mais qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer. Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors ils filent droit, et au passage, ils torgnolent une fille ou deux, furieux de devoir faire avec. Pour finir sur la question de figures féministes ou de stéréotypes masculins dans un corps de femme, la place du male gaze dans le cinéma met en évidence la manière dont le regard masculin a historiquement façonné la représentation des femmes à l'écran, les confinant souvent à des rôles d'objets passifs destinés à satisfaire un spectateur masculin. Cependant, l'émergence de figures subversives offre une rupture avec cette tradition en proposant des personnages féminins qui reprennent le contrôle de leur récit et de leur image. Ces figures remettent en question les dynamiques de pouvoir liées au regard, en déstabilisant les codes établis et en réaffirmant l'autonomie des femmes, tant dans leur représentation que dans leur action.